Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue pour cette séance littéraire, très littéraire, puisque nous allons avoir la chance d'une conversation entre deux écrivains, une écrivaine et un écrivain. Alors, en fait, Chantal Thomas a la générosité de revenir, parce qu'on l'avait déjà accueilli pour ses derniers livres, ses nombreux derniers livres, et donc pour célébrer d'une certaine manière l'œuvre d'Eugène Nicole, qui a tant marqué le département de français à NYU et qui est parti un peu sur la pointe des pieds, mais reste là quand même. Eh bien, nous avons souhaité effectivement organiser cette rencontre. Chantal donc, est venue de Paris, alors que des tas de choses la retiennent à Paris, puisqu'elle est maintenant académicienne. Alors bon, elle a des hautes responsabilités, mais voilà, elle aime aussi beaucoup New York et elle apprécie beaucoup aussi l'œuvre d'Eugène. Je crois que ce sont des amis de toujours. Alors on va dire ça comme ça. Voilà, qui partagent aussi beaucoup de choses, aussi leur admiration pour Barthes, le goût de Proust. Enfin bref, donc ces deux grands écrivains vont discuter ce soir et on va en quelque sorte refaire un peu le parcours littéraire d'Eugène, à travers l'œuvre des mères et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc des conversations sur la littérature, et donc je voudrais vous remercier tous les deux, et particulièrement Chantal, d'avoir accepté de faire cette discussion qui est aussi une forme d'hommage à Eugène Nicole. Donc, si vous voulez bien rejoindre. Merci beaucoup d'avoir permis que se réalise le désir qu'avait exprimé Eugène d'une conversation qui soit une reprise de notre amitié. C'est un tardi. Ah, pardon. Désolé. Ok. On voit le côté rebelle d'Eugène. Alors, je ne savais pas rebelle. Alors, comme vous pouvez le voir à nos petites feuilles, une grande partie de cet entretien est en partie écrite, et on l'a fait pour deux raisons. D'abord parce que je pense, comme Roland Barthes, que la spontanéité est un leurre, et on croit être dans la fraîcheur même alors que ce sont des stéréotypes qui reviennent ou des répétitions. Et aussi parce qu'on a commencé donc ce jeu questions-réponses, et on a eu le sentiment que c'était une ébauche de quelque chose qui pourrait devenir plus large et un vrai texte. Et on a eu l'impression qu'on avait du mal à s'arrêter, mais ce soir on va se contrôler. Cher Eugène, votre œuvre est très singulière, et elle est pour deux points essentiels, je dirais. D'abord, par son ancrage dans un lieu unique, français et très peu connu, qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, et ensuite par quelque chose de vous qui est dans une forme d'écriture, je dirais un certain style ou une certaine phrase qui est à la fois habitée par une musique et tendue vers une recherche. Et ces deux éléments font que il y a quelque chose d'absolument incomparable dans vos textes. Votre phrase a une ampleur particulière, et votre œuvre aussi. C'est-à-dire qu'elle comporte un volume de près de 1000 pages qui comprend 5 parties, et ce volume substantiel s'appelle L'œuvre des mères. Et à ce volume premier, vous avez ajouté en supplément 2 autres livres
les eaux territoriales et le retour d'Ulysse à Saint-Pierre. Bien, cher Chantal, avant de parler de cet ancrage auquel vous attribuez certaines singularités de mon travail, permettez-moi aussi de m'émerveiller que nous nous soyons rencontrés en 1978, 76, à 2 pas d'ici. Ici. Et que ça a été le début de ces rares amitiés où, bien que nous soyons souvent séparés par une chose dont nous allons beaucoup parler, qui s'appelle l'océan Atlantique, ne nous a pas empêchés de devenir de plus en plus proches l'un de l'autre, soit dans nos conversations à New York, ici, à Paris. Nous avons fait des voyages ensemble. Enfin bref, tout cela évidemment étant déterminé en particulier, et je dirais même primordialement, par notre passion pour la littérature. Et donc, comme François l'a dit tout à l'heure, je vous remercie en particulier, venons d'être nommé à l'Académie française. Je vous remercie d'avoir une nouvelle fois traversé l'Atlantique, cet Atlantique donc dont je suis l'enfant. C'était une des premières idées qui avait été émises lorsque l'Homme des mers est paru en 1988 dans un article du Monde des Livres, si je me souviens bien. C'est un enfant de l'Atlantique. Alors vous aussi, vous êtes une jeune fille de l'Atlantique, comme le montre ce très beau livre des souvenirs de la marée basse et de l'importance qu'a pour vous Arcachon et les alentours. Mais mon Atlantique est un petit peu différente. C'est une Atlantique plus rocheuse, plus tempétueuse, plus brumeuse, car cet ancrage qui est donc l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont vous avez dit tout à l'heure le nom, est situé à la conjonction du Gulf Stream et du Labrador. C'est le lieu le plus brumeux du monde. C'est dans le palmarès des choses dont Saint-Pierre est en tête, je dirais ça. C'est vraiment la brume. Nous avons d'ailleurs vraiment tout un vocabulaire sur la brume. On ne parle pas, par exemple, de la corne de brume. Nous disons le corne à brume. Et j'ai vagi, certainement, en liaison avec ce corne à brume dans mon berceau. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel microscopique, 242 km², composé de 2 îles fort différentes l'une de l'autre géologiquement, mais je ne peux pas m'attarder sur tout cela. Disons que il se trouve dans une région où il ne devrait pas être. Et le Canada nous le rappelle de temps en temps. Il y a quelques années encore, a eu lieu un différend assez important sur la délimitation des eaux territoriales de l'archipel. Le Canada a gagné évidemment, a battu la France à plat de couture, mais en même temps, c'est pour ça qu'il est sur toutes les maps mondes. Vous voyez, cette chose microscopique est accompagnée de son nom, qui lui est fort long, et donc qui donne l'impression qu'il y a une terre de grande dimension. Et c'est pour ça que je dis que, et ce sera la première mention que je ferai de cette singularité que vous mentionnez, pour nous l'histoire c'est de la géographie. On a ce lien en effet qui est l'Atlantique et le grand lieu au bord de la mer, et il faut laisser la mer nous dicter quelque chose. Et il y en a un autre qui est très profond, à la fois dans nos écritures et dans nos vies, et qui est quelque chose du côté de la légèreté, c'est qu'on est très indifférent à la chronologie. Et en relisant l'œuvre des mers avant notre entretien, je suis tombée sur une phrase que j'aime beaucoup,
c'est le narrateur est à Paris et il va voir l'archiviste de l'archipel d'outre-mer et celui-ci commence à lui montrer des cartes, à sortir des documents et l'adolescent dit les dates pourrissent, les mers demeurent et ça m'est allé droit au cœur. C'est quelque chose qui vous... C'est vrai, la chronologie, c'est ce qui a tué mes cours d'histoire, par exemple. Oui, alors je vais répondre à cette question en mentionnant encore une fois une singularité de notre histoire, enfin une singularité du seul document que nous avions dans mon enfance et qui nous parlait de notre histoire et qui s'appelait les éphémérides de l'archipel. Alors, vous savez ce que c'est que les éphémérides? C'est un type de recueil où on ne note pas les événements par les dates auxquelles ils ont eu lieu, mais selon le jour de l'année où ils ont eu lieu. Ainsi, par exemple, je prends un site au hasard, le 10 février, nous avions un événement historique de grande importance, signature du traité de Paris qui restitue l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Deuxièmement, le naufrage d'une goélette sur la dune de Langlade. La dune de Langlade est un cimetière de goélettes, parce que Miquelon est composé de 2 presqu'îles qui sont réunies par ce qu'on appelle un tombolo de sable, qui à certaines époques était ouvert. Et donc les navires, pensant qu'il y avait un passage entre les 2 îles, s'y aventuraient et étaient pris dans le sable et dans mon enfance demeurait encore de certaines battures des mâts, l'extrémité des mâts des navires qui se trouvaient 25 mètres en dessous. Donc voilà, certainement que cette lecture des éphémérides a contribué à rendre complètement brumeux, si j'ose dire, toute relation de causalité historique. L'influence considérable des éphémérides a déterminé ce rapport à la chronologie et lorsque j'étais en train de préparer cet entretien, où, comme l'a dit Chantal, au fond, des choses auxquelles on n'a pas pensé habituellement surgissent. Ça, c'est ce qui est très, très intéressant dans ce genre de choses. Je me suis dit qu'au fond, j'utilise l'événement historique comme d'un trapèze. Alors je saute, comme ça, d'un événement à un autre. Et du même coup, travaillant à rédiger la réponse à la question que vous posez sur la chronologie, je me suis dit, tiens, au fond, j'ai trouvé la dénomination du genre de mon travail. C'est une sous-catégorie du genre romanesque que j'appelle la présentation. Pourquoi j'appelle la présentation? Parce qu'au fond, avant moi, il n'y avait rien. Il y avait un vide, il y avait un vide à combler. Et c'est ce vide qui a été, pour ainsi dire, ma Béatrice. C'est à cause de cette attirance du vide qu'il fallait, où il fallait mettre des phrases, que j'ai été amené, au prix de difficultés innombrables, à commencer à écrire ce qui n'est pas en effet un roman historique, et qui est l'œuvre des maîtres. Vous avez un rapport très particulier entre la fiction et entre la réalité, justement, la réalité historique et la fiction. Et les deux se renvoient, vous inspirent. Peut-être vous pouvez nous dire un petit passage qui dit ça, parce que c'est quelque chose de très particulier à ce monde. Dont vous êtes d'ailleurs le seul écrivain connu, il faut quand même le souligner, c'est une chance rare, non? Je
crois que tous les écrivains français, ou tous les écrivains du monde entier rêvent d'être l'écrivain de son lieu natal, de son île natale. C'est pour ça qu'on se recrée chacun une île. Et vous n'avez pas eu à le faire. Absolument. Je vais tout simplement lire le début de l'œuvre des mers. Vous allez voir effectivement comment... Alors, début que j'ai évidemment mis 25 ans à trouver. En particulier pour une raison qui était que je ne pouvais pas moi-même nommer l'archipel. Ça me paraissait totalement faux d'abord parce que à Saint-Pierre, on est ou bien à Saint-Pierre ou bien à Miquelon, on n'est jamais à Saint-Pierre et Miquelon. Oui, non, mais ça sont des petites choses qui sont invisibles, si on se... mais très importantes en réalité. Et donc, il fallait que ce soit quelqu'un d'étranger qui nomme l'archipel. Et le hasard a fait qu'un jour, dans une maison de campagne du Vermont, j'attire à moi les mémoires de Lindbergh. Et je vous lis comment ça commence. Le 20 mai 1927, à la 12e heure de son vol historique, ainsi qu'il le rapporte dans ses mémoires, Lindbergh aperçut de la carlingue de son monoplan les petites îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon. Ouf. Seule, à l'extrémité de l'anse de Savoyard, une jeune femme qui cueillait des graines sur les pentes arasées de la colline le vit passer. Elle ne parvint jamais à expliquer par la suite ce qu'elle avait ressenti quand, troublée par un bruit de moteur, elle releva la tête et observa en l'air ce point noir qui traversait l'espace en grossissant. On mit bien longtemps à comprendre qu'ignorant les progrès de l'aviation et à moitié simplet, elle avait interprété la scène à sa manière et prêté à l'aéroplane la forme de la seule voiture automobile qu'elle connut. Folle d'émotion d'avoir vu dans le ciel la Peugeot brune de M. Taylor, etc. Voilà ici comment, dans cette espèce de prologue dans le ciel, un événement historique donne directement naissance à un personnage fictif. Il n'y a jamais de personnage totalement fictif, mais ils sont, je dirais, presque fictifs, mais ce presque est important. Et il y a une qualité spécifique du personnage romanesque qu'on n'a pas tellement étudiée finalement. Évidemment, elle est très variable et très multiple selon les auteurs, mais enfin, il y a un aspect fantomatique qui accompagne le personnage à partir du moment où il est né. Fantomatique pour l'auteur, évidemment. Donc voilà, rapport entre réalité et fiction. Mais quelque chose qui est lié à Saint-Pierre et Miquelon, c'est justement ce passage constant entre réalité et fiction, de par l'extraordinaire et de la situation et du dispositif quotidien. Et je pense, là aussi c'est en vous relisant que ça m'a, j'ai trouvé ça extraordinaire, tout le rapport à l'électricité. Justement, c'est ce qui vole, qu'elle croit voir voler, c'est la Peugeot de M. Taylor. M. Taylor, qui donc était le propriétaire de la turbine électrique dans mon enfance. Et l'électricité arrivait vers 5 h de l'après-midi et on disait « Ah, Taylor ne va pas tarder ». J'adore ça. Donc Taylor était devenu le nom de l'électricité, chose qui nous paraissait tout à fait naturelle, mais qui n'est pas sans intérêt romanesque et poétique, n'est-ce pas? Et beaucoup de choses comme ça étaient là et n'attendaient que quelqu'un qui les trouve poétiques et qui en fasse quelque chose. Je peux déjà, on a essayé de faire un plan, mais au fond, on saute à pieds joints. L'autre exemple, c'est le titre de mon livre, L'œuvre des mers. L'œuvre des mers, c'était un bâtiment de Saint-Pierre qui abritait, ça a commencé en 1894, il y a eu en France une société charitable, plus ou moins philanthropique, qui s'est créée, qui s'appelait Les œuvres de mer. Et son but était de venir
en aide et d'améliorer autant que possible le sort absolument affreux des marins qui pêchaient sur les bancs de Terre-Neuve. Et ils ont pour cela créé à Saint-Pierre une espèce de dispensaire qui s'appelait donc, tout à fait à la fin du XIXe siècle, l'œuvre des mers, mais qui, dans mon enfance, était devenu, c'était le plus long bâtiment, je pense, de la ville. À une de ses extrémités, c'était la porte du petit collège, et à l'autre extrémité, c'était l'entrée du théâtre, où nous allions 2 fois par an ou 3 fois par an regarder ce qu'on appelait les comédies. La troupe théâtrale de Saint-Pierre jouait un rôle extrêmement important dans les réjouissances de la vie sociale. Et c'est donc le nom de ce bâtiment que j'ai mis 20 ans à voir comme étant le titre absolument incontournable de mon œuvre. L'œuvre des mers. Alors, l'œuvre des mers, l'énoncé se promène partout dans le texte. D'abord l'île est l'œuvre des mers, mais le Cap aux Morts est également l'œuvre des mers, etc. Donc il y a une espèce de refrain comme ça. Et puisque je parle de refrain, au fond, et on n'en a pas parlé jusqu'à présent, il y a, puisqu'on parlait de la narration, il y a certainement une composante rhapsodique aussi dans mon écriture. C'est pour ça que voilà, on lit parfois la saga. Non, ce n'est pas du tout une saga. Parce que la saga, ça procède chronologiquement, par génération. Je suis absolument contre ça. Je préfère faire ressurgir les morts qui sortent de leur tombe. Il y a d'ailleurs une célèbre dame qui s'appelle la baronne. Alors la baronne de l'Espérance était donc l'épouse de l'un des gouverneurs de l'archipel. Lors d'une de ces longues périodes du XVIIIe siècle où, à la suite des exactions anglaises qui avaient brûlé la ville, il n'y avait plus personne sur l'archipel, je fais sortir de sa tombe la baronne de l'Espérance, qui agite un fanal, qui fait prendre les navires anglais pour un phare, et elle est ainsi une naufrageuse absolument remarquable, ayant à son actif des centaines et des centaines d'épaves, et puis elle se recouche dans le temps. Donc voilà encore des éléments qui montrent, si vous voulez, quand même la continuité, je peux dire, qu'il y a chez moi, enfin, grâce à ce monde où j'ai vécu mon enfance, entre la fiction et la réalité. Et c'est un monde qui vous hante et qui, d'une certaine façon, vous déborde. Et on a le sentiment que c'est pas quelque chose, c'est pas comme une donnée à explorer, mais c'est quelque chose vers quoi vous êtes tendu. C'est pour ça que je soulignais que dans votre phrase, il y a un mouvement vers. Et il y a une phrase qui dit très bien, vous dites, je crois que c'est dans l'œuvre des mers, à Paris, puis à New York, j'ai donc poursuivi les îles. Et ça, c'est ce mouvement qui est très particulier, qui fait qu'en effet, c'est le contraire d'une saga. Et que enfin pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses peuvent surgir qui sont à la fois une extraction d'une réalité historique et géographique, et ces personnages qui sont nés effectivement du frôlement entre ce jeu étrange pour Thelot par exemple, d'un phénomène du quotidien et d'un surgissement du fantastique. Voilà. Et il me semble que dans ce registre, la question des moyens de communication, en particulier des bateaux, et ça c'est quelque chose qui nous rapproche aussi, parce que pour moi, à Arcachon, le bruit des pinasses, le bruit du moteur des pinasses est comme la musique qui m'est la plus intérieure. Et vous, d'abord, en tous les cas, avant d'autres moyens de communication, il me semble que les bateaux ont joué un rôle décisif et romanesque en même temps. Absolument.
il y avait... bon, en gros, le monde n'existait pas, hein, à part l'archipel. Enfin, quand même, de temps en temps, on y songeait quand même. Et il y avait 3 grandes distances. Il y avait évidemment la plus lointaine, la mer Patrie, dont nous ne voyions plus guère que les navires de guerre. Une ou 2 fois qui venaient s'ancrer au quai de galanterie. Contrairement à ce qui s'était passé au XIXe siècle, où les liaisons directes entre la France et l'archipel étaient extrêmement nombreuses. Un de ces paradoxes de l'histoire. Il y avait donc cette mer Patrie, et moi je me rendais à un certain lieu de la route du Cap pour me mettre, disons, dans la position de voir la France. Je pensais que c'était de ce point-là que ça communiquait le mieux. Il y avait ensuite les chalutiers. Et j'ai eu la chance d'être donc le petit-fils de ma petite grand-mère qui tenait le Café du Nord, devant lequel, à 50 mètres duquel, s'amarraient les chalutiers. Et c'était d'ailleurs, pour ma sœur, mon frère et moi-même, des journées un petit peu harassantes, parce qu'on nous asseyait sur le comptoir, et ces braves Terre-Neuvois qui n'avaient pas vu leurs enfants depuis 2 ou 3 mois, voilà, nous prenaient dans leurs bras, etc. Donc on jouait le jeu autant qu'on pouvait. Quoi. Donc voilà, j'ai vu finir les Terre-Neuvois. Lorsque, non pas cette fois-ci l'électricité, mais ça doit quand même avoir un rapport avec l'électricité, on a commencé la réfrigération sur les navires. Date à partir duquel les chalutiers n'ont plus besoin de faire des escales comme ils le faisaient autrefois. C'est constamment ces changements qui ne vont pas toujours dans le sens où on penserait que se fait le progrès. À ce propos, toute petite anecdote, il y a quelques années, enfin il y a quand même de nombreuses années, il y a une vingtaine d'années, disons, j'étais à Langlade et je rentre de Langlade à Saint-Pierre, à peu près à la même heure où nous rentrions de notre séjour d'été, car nous passions l'été à Langlade, dans notre village Langlade, et que vois-je? Une lumière blanche. La lumière était devenue la lumière que l'on voit sur tous les chantiers du monde, alors qu'elle était plutôt jaunâtre. Voilà. Beaucoup des particularités que j'ai décrites ou évoquées dans l'œuvre des mers ont disparu. Et c'est un Saint-Pierre qui n'existe plus, qui en partie n'existe plus, que j'ai essayé d'écrire. Donc, pour en terminer avec cette histoire de distance, alors il y avait donc la mer Patrie, il y avait évidemment l'archipel lui-même, qui était évidemment la distance la plus courte. L'embarcation qui, dans ce cas-là, fonctionnait, c'était ou bien le Doris, qui est la barque traditionnelle de pêche de Saint-Pierre, Wherry en anglais, je pense que le Doris a été inventé par les Américains, si vous vous souvenez bien. Et alors là, la proximité ici n'empêchait pas, c'était donc 1h30 de traversée, mais c'était des mondes complètement, absolument différents l'un de l'autre. Quand on était à Langlade, il y avait Saint-Pierre n'existait plus. Et puis il y avait le Canada. Quelque chose comme ça qui probablement prenait beaucoup de place à l'horizon, mais d'où nous arrivait alors un navire en particulier qui m'a fait beaucoup rêver quand j'étais enfant, il s'appelait le Petit Bras d'Or. Le Bras d'Or étant une petite région du Canada. Ça s'appelait le Petit Bras d'Or. Et mon camarade Jean et moi étions persuadés qu'à chaque fois qu'il revenait, il était plus grand. Et donc voilà une nouvelle
vision de l'enfance. Il s'appelait le petit Brador, fallait qu'il grandisse. Et effectivement, Il grandissait. il le faisait et on assurait à la population qu'on avait cette fois-ci une nouvelle fois fait des mensurations et qu'il continuait à grandir. Voilà, genre de petites fables, si vous voulez, qui également alimentaient notre imagination enfantine. Mais ça va tout à fait avec ce qu'on ressent, nous, à vous lire, qui est qu'on ne peut pas vraiment, si on met le pied sur l'île, ce n'est pas un sol stable, parce que vous faites surgir un monde en constante métamorphose. Et cette petitesse de l'île, par moments on la ressent, et par moments on la sent au contraire comme en virtualité d'expansion infinie. Et ça, c'est une des choses que j'aime. Et de livre en livre, vous avez progressé comme ça. Progressé et métamorphosé les lieux indéfiniment. Et dans ce travail de perpétuelle métamorphose et d'indifférenciation aussi entre l'animé et l'inanimé, je pense que les objets dans vos textes ont un rôle très très important. Oui. Et particulièrement touchant, il y a quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les objets vivaient, surtout quand nous n'étions pas là. La maison de Langlade était déserte pendant tout l'hiver, mais à l'étage, il y avait une caisse de croquet. Et quand nous arrivions au début de l'été, il fallait faire réveiller tout le monde, c'est-à-dire les draps, les lits, et c'était la caisse de croquet qui annonçait le branle-bas de combat. Un autre exemple de l'importance de l'objet, au fond de l'organicité presque de l'objet, c'est la malle. En 1956, j'ai 14 ans, je quitte l'archipel pour poursuivre mes études en France, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lycée à Saint-Pierre, c'est plus le cas aujourd'hui. Et j'arrive, après donc un voyage dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû, puisque nous évoquions les moyens de locomotion, j'aurais dû ajouter évidemment qu'après les bateaux, ça a été l'avion. Je me suis envolé de Gander en 1956, Gander à Terre-Neuve, qui était l'aéroport le plus grand du monde à l'époque, puisque c'était le point de passage obligé entre l'Amérique et l'Europe, et qui joue un très très grand rôle aussi dans l'œuvre des mers. Je raconte en particulier la fameuse visite que fait la reine Élisabeth au moment même où l'avion sur lequel elle se trouve est caduc, puisqu'on peut, à partir de ce moment-là, franchir l'Atlantique sans faire escale à Gander. Donc il y a une petite histoire de l'aviation dans l'œuvre des mers que j'accolorerai, si vous voulez, à la strate encyclopédique. Il y a aussi une petite encyclopédie de l'archipel qui suit le progrès de ma connaissance des choses. Car là encore, dans notre enfance, au fond, à part 2 ou 3 espèces végétales, on ne connaissait pas bien la flore de l'archipel, laquelle est en général naine, mais extrêmement variée. Existait même, il y avait une plante qui nous fascinait, c'était la sarracénie. Pourquoi elle nous fascinait? Parce que c'est une plante carnivore. J'ai souvent essayé de l'acclimater dans les abords de la véranda de la maison de Langlade, mais sans succès, heureusement. Donc voilà, depuis ce temps-là, au fond, j'ai pas cessé de courir après. Oui. Je n'ai pas cessé de poursuivre les îles, et je les ai poursuivies en partie en avion. Oui, c'est vrai.
il m'est arrivé une fois d'apercevoir l'archipel sur le vol Paris-New York. Moi, j'adore quand je prends l'avion et on n'aperçoit pas Saint-Pierre-et-Miquelon, mais c'est marqué. Ah oui, Alors, ça s'affiche. Sur la progression, Ouais. ça s'affiche. Oui. Et comme vous avez raison, ce qui est extraordinaire, c'est la longueur du nom par rapport au point minuscule sur lequel c'est posé. Ouais. C'est Ouais. c'est presque un rapport entre un haïku et l'œuvre de Chateaubriand. Ouais. C'est totalement, ça donne le vertige. Sur les 300 passagers de l'avion qui vont de Paris à Montréal, il y a très souvent 3 Saint-Pierre ou 3 Saint-Pierre, mais pour eux, il y a, à un moment donné, s'affiche Saint-Pierre-et-Miquelon et la correspondance. Voilà, ce genre de situation très, très, très paradoxale, drôle. Et dans le jeu, dans le rapport à l'infiniment petit, il y a un objet qui est vraiment le plus précieux et le plus symbolique pour nous et pour vous, c'est le timbre. Ah, Et d'ailleurs, la couverture de la première Ah oui. édition oui. de l'œuvre des Mertes, c'est Première édition. c'est Introuvable. encerclé de timbres. Absolument, c'est le timbre. Voilà. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'importance romanesque et poétique du timbre, mais je vais prendre seulement une toute petite anecdote. En décembre 1941, exactement le 24, je crois bien, le plus beau, et c'est les journaux américains titrent le plus beau présent du monde libre. Saint-Pierre-et-Miquelon est maintenant occupé par les gaullistes. De Gaulle, en effet, de Londres, a envoyé une petite flottille qui a remplacé évidemment toute l'administration antérieure qui était vichyste, et donc Saint-Pierre est devenu le premier petit morceau de terre française dont De Gaulle pouvait revendiquer dans ses tractations assez houleuses avec les Anglais ou les Américains. Et ils ont fait évidemment beaucoup de... Enfin, ils ont changé absolument la façon des choses d'être, mais ils se sont occupés en particulier des timbres-poste. Ils ont voulu marquer le passage à une nouvelle ère en imposant sur les anciens timbres qui se trouvaient à la poste une mention qui disait France libre, FNFL, Force navale française libre. Or, de ces timbres-poste, certaines valeurs faciales étaient presque épuisées. On a donc eu cette chose très étrange qu'on a émis des timbres qui, au moment même de leur émission, étaient rarissimes. Et ces timbres ont pris des valeurs absolument astronomiques. Donc voilà, alors là, évidemment, je parle en termes fiduciaires, mais c'est quand même amusant de noter que la chose la plus légère qui soit, la plus petite qui soit, devient l'objet précieux par excellence. Oui. C'est analogue à votre rapport à l'île. Oui, absolument. Ou par exemple, quelques pierres sur le rivage dont l'assemblage prenait la forme d'un fauteuil. Voilà, ça s'appelait le fauteuil. J'avais très très peur que ce fauteuil ne se referme sur moi. La pierre. C'était juste ça. Oui, alors, on n'a pas parlé de ça du tout. Il y a un côté fantomatique aussi. Si, vous en avez un peu parlé. Hein? Oui, avec la baronne de l'Espérance. Ah, je n'ai parlé avec la baronne de l'Espérance, oui. Mais je n'ai pas dit que nous avions vu la Sainte Vierge. Ah non. Non, non. Alors, oui, nous sommes persuadés, nous habitons tout près d'une maison où vit une dame très pieuse,
Et elle aimerait beaucoup, pour l'illustration du lieu, que ses petits voisins aient vu la Sainte Vierge. Et donc, elle nous met sur la voie. Et effectivement, et alors notre tante qui nous garde s'aperçoit de ça, et évidemment, il y a un petit livre qui s'appelle L'opuscule des miracles, et on voit la tante qui le jette de bonne heure le matin, et il est là. Et la dame qui voulait absolument que nous ayons vu la Sainte Vierge va le ramasser, et il est chargé de rosée. Donc voilà une autre... Oui. Mais ça, notre cas de fantôme. ça touche à un élément essentiel et qui là, nous rassemble vraiment, c'est cette formule que j'aime, qui court dans tous vos textes, et surtout dans l'œuvre des mères, qui est les enfants. Et c'est un sujet collectif qui moi m'aime beaucoup, et j'ai été frappée par le fait que quand vous arrivez au pensionnat, alors que justement le pensionnat, si on pense à zéro de conduite, c'est vraiment le lieu d'ébullition des enfants, tout d'un coup la formule tombe, devient caduque, et il n'y a plus que je. Oui, absolument. Et c'est une cassure assez douloureuse, que le lecteur, l'ami, ressent comme douloureuse. Alors, effectivement, il y a deux voies, au fond, dans le Mémère. Les deux premiers volumes, c'est le nous qui domine. Nous, ou précisément les enfants. Les enfants. Alors, les enfants s'opposent aux adultes, évidemment. Mais non, le jeu ne surgit pas encore. Il le fait dans les circonstances dramatiques qui sont que lorsque le merveilleux rêve de traverser l'Atlantique en avion se termine, s'ouvrent les portes du pensionnat. Et l'enfant se retrouve dans un dortoir où il y a 40 lits et où il est évidemment très très malheureux. Je peux probablement situer dans les ruminations nocturnes de la perte totale, de l'effondrement total de la réalité qu'a été pour moi cet exil brutal. Je peux situer là sans doute les premiers mots de l'œuvre des mères. Et le désir d'écrire, le besoin. Et ça m'a fait penser à un très beau titre d'Annie Lefleurière, son avant-dernier livre, qui s'intitule « L'exil vaut le voyage ». Et par rapport à ce titre, je me disais que toute votre œuvre, au fond, pouvait aussi se lire comme une méditation sur l'exil. Oui. Ces variations. Alors l'exil est une chose affreuse. L'exil est misérable. Et c'est le malheur d'une grande partie de l'humanité. J'ai connu véritablement l'exil, je viens d'en parler, lorsque je me suis retrouvé dans ce pensionnat qui n'était pas horrible, hein, il n'y avait pas de brimade ou quoi que ce soit, simplement, j'étais pas là, quoi. Donc, j'ai connu cet exil très dur, qui s'est quand même estompé avec le temps, évidemment. Un matin, je me souviens, de printemps, ça faisait déjà donc 6 ou 7 mois que j'étais là. Je me suis réveillé en me disant, bon, après tout, oui, les choses ne sont pas si terribles que ça. Et puis, déjà approché d'ailleurs le moment où j'allais revenir dans l'archipel, car je ne pensais évidemment pas ça. Ça a été donc la forme très dure de l'exil. Mais je vois très bien le rapport qu'on peut faire entre le voyage et l'exil. Il peut être conflictuel, comme c'était le cas que j'ai dit lors de mon premier départ, où je ne pensais qu'au voyage, mais au bout du voyage, il y avait la découverte de l'exil. Mais pour nous qui faisons la navette entre la France et l'Amérique en particulier,
avec, en ce qui me concerne, une petite troisième échappée vers Saint-Pierre, mais je n'y vais pas très très souvent quand même. On peut dire qu'il n'y a plus vraiment d'exil. Je dirais qu'il y a des parenthèses, si vous voulez, qui s'accumulent, ou des portes, ou des portières simplement, qu'on ouvre et qu'on ferme. Et évidemment, par exemple, le fait que Chantal souvent parte, enfin ne reste à New York qu'un temps peut-être moindre que celui qu'elle voudrait, ça c'est une forme d'exil, c'est une forme d'exil, ou plutôt de cette distance exilée dans laquelle nous vivons presque tous ensemble. C'est quelque chose entre la chance et le manque. Le sentiment d'exil, je pense qu'il y a la perte, et puis la merveille de la nouveauté. Et Daniel Ferrière, quand il a donné ce titre, il explique à la fin du livre que c'est parce qu'il n'en pouvait plus de tous ces gens qui allaient vers lui et qui disaient « Oh mon pauvre ami, mais qu'est-ce que vous devez souffrir, c'est terrible d'être exilé ». Et donc il a renversé les choses. Et il l'a renversé dans un sens de la démultiplication des possibles. Et cette démultiplication des possibles, qui est dans votre vie aussi, puisque vous êtes aussi un voyageur, elle est aussi dans votre écriture, puisque vous avez, dans un même livre, même, vous adorez, vous aimez multiplier des genres. C'est-à-dire, par exemple, la rédaction, le discours, et le dialogue théâtral, mais surtout, et ça c'est de plus en plus visible, et c'est très visible dans Alaska, surtout la carte postale et la lettre, qui évidemment est à l'origine même d'une écriture tendue vers un continent perdu. Oui, tout à fait. Je pense que alors, la réponse qui s'impose pour moi, c'est le refus de la narration, de l'ennuyeuse narration. C'est ce à quoi je suis le plus, disons, immédiatement confronté, en particulier quand je commence à écrire un livre. Il faut qu'il y ait dès le début des variations, des variétés de formes, qui ont d'ailleurs changé dans les maintenant presque 40 années de mon travail. Tout à fait au début, j'ai travaillé par unité de 100 pages. Et il fallait pour cela que je place, c'était une métaphore musicale, je plaçais la première phrase dans la hauteur comme une note haute. Et ainsi, dans les 100 pages qui suivaient, elle commandait tout le déroulement narratif ou descriptif. Je suis... Pardon ? Je ne comprends pas bien. Ben, c'est comme un poids, c'est-à-dire imaginez un vase plein d'eau, oui, voilà, hein, qui est suspendu. Je vous suis. Hein, voilà. Il va falloir, pour qu'il se dévide, il va avoir la force de la distance qu'il y a entre le plafond où il se trouve et, disons, l'assiette qui va recueillir. Voilà, cette idée-là. Il faut que la phrase ait un avenir, je dirais. Voilà. Il faut qu'elle ait déjà en soi un avenir, et cet avenir, je le vois précisément comme un peu le déferlement, au fond. On va parfois reprocher d'en mettre trop. C'est très injuste. Donc voilà. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le plaisir, vous l'avez dit, du non-genre. On ne peut pas dire que ce soit vraiment un roman, on ne peut pas dire que ce soit... Et puis troisièmement, il y a cette idée
qui est ancienne chez moi, mais qui s'est affirmée depuis quelques années, que tout texte, quel que soit son genre, il y a un archigenre qui est, au fond, la lettre. Tout genre est une lettre. C'est-à-dire quand même que l'auteur s'adresse toujours à quelqu'un, plus ou moins loin, habituellement non identifiable, et cependant présent et situé quelque part. Et ce quelque part, vers quoi, encore une fois, on s'avance dans l'écriture. Cette espèce de sillage à rebours dont on ne peut jamais voir le navire à partir duquel le sillage se montre, se façonne. Et qu'est-ce que je pouvais ajouter encore? Oui, alors, je sais pas si... J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Le démon rassembleur, qui lui partait du principe inverse. J'avais écrit une dizaine de nouvelles qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres, et le démon rassembleur, qui est précisément le démon du roman, qui veut absolument mettre les choses ensemble, j'en ai fait une espèce de démonstration expérimentale dans ce livre devenu donc Le démon rassembleur. Dans tous les cas, il faut remuer les choses, en somme. Empêcher de retomber dans l'ornière qui a si merveilleusement servi Balzac, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et un tout dernier petit problème, si je peux me permettre, il y a un problème en français, c'est quand même le problème du passé simple. Nous avons deux formes pour exprimer le passé, et l'une est quand même traditionnelle. Enfin, il ne faut l'utiliser qu'avec prudence et parcimonie. Nous eûmes de forme. Nous eûmes de forme. Oui. Et moi, je viens de lire votre dernier manuscrit, Élégie à la lettre, et c'est justement, ça casse toute chronologie, et c'est très poétique, et c'est justement le rôle de la lettre par rapport au Nord, que je trouve très beau. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Chantal. Merci Eugène. Et laisser la parole à C'est quelqu'un veut poser une question tout de suite. Je peux poser la première éventuellement. Mais elle est un peu savante, mais tu sais que Deleuze, dans un petit texte, fait la distinction entre deux types d'îles. Il y a deux types d'îles. C'est dans l'île déserte, c'est un petit texte. Il dit il y a les îles qui se détachent du continent, et presqu'îles, et puis qui prennent ensuite leur autonomie. Et puis il y a les îles éruptives, volcaniques, qui viennent sans que ce soit forcément une référence géographique, mais il dit que voilà, c'est deux conceptions de l'île. Est-ce que ça te dit quelque chose de... Ouais. Volcanique, je préfère pas trop. Mais oui, l'attraction, disons, l'île est toujours, enfin, est en général, il y aurait l'exception des îles qui sont toutes seules, perdues très très loin. C'est une catégorie encore à part. Mais dans l'ensemble, les îles ont un rapport avec une terre qui est proche d'elles. Et effectivement, il y a deux possibilités d'attraction exercée par le continent ou au contraire exercée par l'île. Mais il y a un écrivain, un géographe d'ailleurs, qui a vécu à Saint-Pierre quelque temps, qui s'appelle Aubert de la Rue, et qui a écrit un très très beau livre sur les îles. Et il en distingue plusieurs catégories, et en particulier, il y a des îles éphémères.
qui ne sont pas tout le temps là, qui disparaissent, qui reviennent, etc. Il y a un petit peu de cela dans la géologie de Miquelon. Ce sable, en particulier, qui donne des formes très, très, très variables, qui changent complètement la physionomie même de l'île, qui a pu être à l'origine de très très nombreux naufrages dont je parlais tout à l'heure. Il y a des îles mouvantes. Voilà. Saint-Pierre, c'est du roc. Hein, j'aurais pu ajouter, mais il y a tant de choses évidemment que je peux ajouter, qu'il y a un contraste total géologiquement parlant, entre Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre, c'est la très ancienne terre de l'ère primaire. Miquelon, c'est tertiaire. D'un côté du roc et de l'autre côté plutôt du sable. Et d'ailleurs, c'est une île beaucoup plus clémente d'aspect, où il y a même une petite végétation, enfin, des arbustes qui vont à peu près jusqu'à la hauteur. Tout est balayé par le vent. Hein. Donc, les arbres ne poussent pas très haut, et tous s'inclinent dans la direction que le vent impose. Voilà, donc les îles éphémères, les îles mouvantes, les îles changeantes, oui. Merci. Les îles menacées, évidemment. Le village de Miquelon est aujourd'hui probablement va disparaître. À cause de la montée de la mer. Comme beaucoup d'autres choses au monde. Et quel regard tu portes sur cette disparition? Comme tu as porté le regard aussi sur, je me souviens aussi, sur une maison qui n'est plus là. Oui. Alors, je vais vous surprendre, mais au fond, je ne connais pas Miquelon. C'est extraordinaire. Très peu. C'était Langlade, mon lieu, pas Miquelon. Donc j'y suis très peu allé, et évidemment je compatis avec l'affreuse éventualité de cette montée des eaux. Ils sont en train de songer à déplacer le village. Ça coûte très cher. Mais profondément, l'écriture de l'œuvre des mers est une écriture de sauvetage de quelque chose de noyé par rapport à quelque chose qui est en train de se noyer, par rapport à une disparition profonde et insurmontable. Et je pense que l'île soit éphémère et balayée, c'est posé dès le départ dans cette écriture, dans cette vision, il me semble, je ne sais pas. Mais on a un point de débat qui revient très souvent, qui est sur un tableau de Bonnard. Parce que Bonnard faisait des séjours à Arcachon, parce que sa femme, Marthe, était tuberculose, et il y a un très beau tableau qui montre quelque chose comme une flaque qui pourrait être aussi un banc de sable. C'est l'idée du banc de sable. Et immédiatement, quand j'ai vu ça, moi j'ai vu tout ce que j'aime le plus d'Arcachon, c'est-à-dire une vision microscopique, et Eugène immédiatement a vu Langlade. Et c'était, peut-être c'est une des choses les plus profondes qui nous unissent, qu'on a commencé de voir de la même façon, c'est-à-dire au ras du sable d'une certaine façon, et que cette passion du détail, elle ne s'est jamais perdue. Et même si après, comme le petit bras d'or, on a quand même grandi un peu, parce qu'il faut s'adapter, ce minuscule, par exemple l'éclat du mica dans le macadam de la route Iphigénie, Ah oui. ou pour moi le passage du sable mouillé au sable sec, ou le ruban d'un varech séché,
ce relief incroyable de l'absolu que ça a pour les yeux de l'enfant, par une configuration mystérieuse et un peu retardée, dirais-je, ça continue de s'imposer comme premier. Il me semble. Mais ce tableau de Bonnard, il est exemplaire quand tu m'as dit, mais pour moi c'est ma première vision, moi je me suis dit c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. C'est le banc de sable aussi, la notion de banc de sable. Et on croit pouvoir s'asseoir sur quelque chose de stable, mais non, c'est un banc de sable. Et l'île éphémère, c'est tellement beau. Il y a aussi le fait que certains théoriciens de la littérature ont noté, et qui est que plus vous décrivez quelque chose, et en particulier quand il s'agit d'une chose minuscule, plus cette chose échappe à toute nomenclature, à toute inscription dans un paradigme, etc. Ça, je suis heureux que Chantal ait cité ce passage sur la route Iphigénie. Il y a 1 cm² de bitume, macadam qu'on appelle bitume, que je décris en plusieurs pages dans tous ces états, si j'ose dire. Quand il fait beau, quand il fait... Lorsqu'une voiture a laissé tomber une goutte d'essence sur le... Lorsque une goutte de pluie est venue s'ajouter à cela, etc., etc. Mais en même temps, ça fait partie d'un récit plus général, ça ne se distingue pas, c'est pas une description au sens classique, traditionnel. Hein. En ça, j'ai peut-être un petit peu reçu la leçon de Proust, qui a refusé systématiquement de faire la distinction entre la description et la narration. Et dont le grand écrivain d'aujourd'hui, c'est évidemment Claude Simon, qui a poussé à la limite cet estompement de la distinction, qui était chez Balzac le moteur du livre, n'est-ce pas, puisqu'on passait de la description à l'événement, puis la description, etc. Et tout ça, c'est brouillé. Tout ça, c'est brouillé. Toujours à cause de cette dynamique que, dans les moments où elle marche le mieux, j'attribue à l'écriture. Je ne m'ennuie pas. Proust disait déjà ça. Un bon exemple d'une bonne page, c'est que vous êtes heureux de l'avoir écrite. Et au contraire, quand ça va mal, c'est horrible. Bon, je ne veux pas terminer sur le mot horrible, même. Ah non, je vous en prie. Une note allègre. Je crois qu'il y a une question qui est venue. Merci, Jeanne Chantal. Et les personnages les personnages qui apparaissent, alors les membres de la famille, les tantes, les excentriques qui sont là. Oui, ça fourmille de personnages, c'est vrai. Alors, pour résumer un petit peu, il y a différents types de personnages. Le premier type que je pourrais citer, c'est les marcheuses. Ce sont des dames, assez âgées en général, qui font le tour de l'île, tous les jours. Il y en a deux qui sont deux sœurs d'ailleurs, et qui, on ne sait pas très bien si c'est pas parce qu'elles ont fait un vœu de pénitence, font ce tour de l'île avec de lourds sacs de sable. Mais ce qui est important, c'est qu'elles rythment. Elles rythment la vie. Lorsqu'elles passent devant chez Dutin, on dit tiens, il est midi 10. Elles sont l'horloge, elles sont le temps. Comme Tello et l'électricité. Alors Tello, c'est une variante, car chose qu'au fond je ne m'explique plus très bien aujourd'hui, mais enfin le fait est qu'il n'y avait pas d'interrupteur,
Tello arrivait à une certaine heure, et puis à minuit, il s'en allait. Il faudrait qu'un jour comment c'était. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire qu'on devait dévisser une ampoule si on voulait être dans l'obscurité avant Et minuit? si on voulait un peu plus d'électricité, on faisait revenir Tello. Ah, ça c'était difficile. C'était difficile. Il avait cette réputation selon laquelle, pour avoir une nouvelle ampoule, il fallait emporter celle qui avait pété. Donc, oui, il n'avait pas d'autre façon, il n'y avait pas de compteur électrique. Hein, donc, il calculait à l'ampoule. Etc. Tout ça, je n'ai exploité tout ça qu'au centième. Au 12e tour de la marcheuse. Et lorsqu'il était malade? Pardon, alors? Lorsqu'il était malade. Oh, il n'était jamais malade. C'est pas possible. Pas possible. Voilà. En t'écoutant, Jeanne, je m'étais dit, tu écris, en fait, et peut-être Chantal aussi, pour les yeux de l'enfant qui sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est toujours l'enfant qui surgit dans la lecture, je dirais. Est-ce que j'ai raison? Oui. En tout cas, il y a une envie de jouer perpétuelle. Il y a une envie de jouer perpétuelle, c'est sûr. Enfin, moi, je la sens. Oui. Il écrit. Même tout de suite, par exemple. Oui, l'enfant est en nous. Enfin, Baudelaire a dit ça très bien. C'est l'enfance plus une certaine distance. On appelle ça le génie. C'est l'enfance renouvelée, mais avec un pouvoir de discernement que l'enfant n'avait pas. Et je passe du pouvoir de discernement même, d'ailleurs. Il y a une question qui est venue des auditeurs. Oui, il y a une question, mais je crois le mec qui a posé les questions est parti. Il a posé à la panne. Ouais, c'est une question par rapport au travail de Madame Thomas. Vous voudriez répondre? Oui, je veux bien. Ok. Mais s'il est parti... C'est une réflexion sur le livre de Chantal Thomas, East Village Blues. Le Lower East Side jusqu'aux avenues A et B, maintenant appelées East Village, était, lors de votre première visite pendant les années 60, un endroit pourri, rempli de dealers toxomanes, d'agresseurs, de sans-abri, de braqueurs, etc., qui versaient de l'odeur dans les cheminées afin de stopper le renouvellement de leurs immeubles. Depuis, des efforts de développement privé en concert avec des services municipaux en ont fait un lieu habitable, qui n'était pas le cas avant. Alors, bon débarras pour les gens comme ça, qui vous mènent vers une nostalgie mal visée. Commentaire? Ben non, je veux dire, franchement, c'est une déclaration de guerre. Je réponds pas, non. Philippe voulait poser une question. Quentin. Déjà, merci à tous les deux pour ce bel échange. Petite question, Eugène. Donc, il a été question tout à l'heure d'exil. Tu as dit l'exil est malheureux. Est-ce que, pour toi, donc, auteur francophone à New York, qui écrit donc cette œuvre tendue vers un ailleurs, est-ce qu'il y a de l'exil linguistique? Alors, nous sommes dans un cas très particulier, puisque j'allais dire il y a l'exil de la langue. Mais bien entendu, nous vivons quand même une bonne partie de notre vie dans le département, à la Maison française, donc cette absence-là. Mais oui, il y a, oui, je pense qu'il
pense que je me sens, par certains aspects, étranger à ce monde que je découvre. Et c'est une chose très positive, évidemment. Mais parfois, on ressent le manque. J'aperçois tout à coup un couple, je reconnais quelque part à quoi? À une façon de marcher. Hein. Ah, ça doit être des Français. Donc, il y a quand même quelque chose de on n'est jamais complètement assimilé, si j'ose dire. Le début de la question, c'était ça, l'existence. Oui, c'était ça. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, mais c'est pas du tout agressif, hein, mais je précise, je ne le prends pas comme ça. Mais je voudrais citer un texte que j'ai reçu récemment d'un ami, que tu connais sûrement parce que vous partagez le même éditeur, c'est Jean-Pierre Martin, qui écrit... Oui. Jean-Pierre Martin m'a envoyé ce texte où il dit ceci des exilés. Et je voudrais avoir ta réaction. Tous les exilés, fugueurs, déracinés et autres déplacés ne sont pas nécessairement condamnés, comme ces mots le suggèrent, au malheur et à l'errance. Parmi eux, il en est qui, ayant délibérément choisi de ne pas se retourner sur un pays perdu, ne semblent pas habités par le génie du lieu et la fable des origines. Nul clocher n'a sonné fortement à leurs oreilles d'enfants, au point de continuer à retentir jusque dans leur vieillesse. Nulle colline, nul vallon ne les relie à des aiguales, à une quelconque opération unique de l'ordre du berceau, de la famille, de la fratrie, à tout ce qui lie indissolublement à une fidélité exclusive à l'entre-soi d'une cité charnelle. Ils ne se sentent pas implantés dans la vie, à vie dans un paysage, pour reprendre le large, a été au contraire une question de vie ou de mort. Un départ les a recréés. Comment tu réagis à cette manière de dire, de prendre congé à l'égard de l'île ou de la patrie d'origine? Ça m'est très difficile. Je ne pense pas que je puisse prendre congé. Je pense que l'île est en moi. Un gouverneur, un jour m'a dit, mais vous avez l'île dans les jambes. C'est très juste. Donc là ça dépasse absolument toute considération intelligible, si on peut dire, n'est-ce pas? Mais je comprends très bien. Sioran a écrit des choses très remarquables sur l'exil, très sombres. Il a fait en particulier un rapport entre l'exil et l'écriture. Et là, je dois dire que pour moi, l'exil est bénéfique. Je n'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit si j'étais resté à Saint-Pierre. C'est évident. Et je n'aurais même pas pu, je pense, écrire ce que j'ai écrit si j'étais resté en France. Je me souviens de façon très vive de certaines nuits où j'arrivais vers la fin de l'œuvre des mers, il est 3h du matin, j'étais en train d'écrire le dernier départ de l'Anglade, je me réveille, tout le monde dort, et moi je décris le départ de l'Anglade dans le lieu étranger qui dort, mais il y a quoi qui veille là, et je suis conscient du fait que j'écris à New York. Mais en même temps, je suis projeté dans le lieu lointain de Saint-Pierre que je fais revivre en écrivant. Mais je suis conscient de la présence des endormis, si j'ose dire. Mais enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis là. À ce moment-là, le monde américain, je suis dans le monde américain et je m'en écarte. Donc cet écart est lui-même positif. Mais il ne faut pas oublier que ma situation vis-à-vis de l'appartenance est particulière, étant donné la petitesse du groupe. Ça, c'est vraiment la grande chance. Un Parisien,
je sans problème. Moi, à chaque fois que je dis je traîne avec moi quand même toute cette petite légende, enfin toute cette légende, toute cette... L'exil n'est pas forcément malheureux. L'exil n'est pas forcément malheureux, il peut l'être. Je pense que parmi les plus grandes souffrances qu'il y a en ce moment sur la planète, c'est la souffrance des gens qui ne sont pas chez eux. C'est horrible. J'ai toujours été frappé par la tristesse de l'exil, quand même. Vous vous souvenez d'un film d'Elia Kazan qui s'appelle America, America. Il y avait cette scène où on disait, mais le grand-père, lui, n'était jamais venu. Il est resté là-bas. Il y a c'est Camus qui a écrit L'exil et le royaume. Je ne l'ai jamais lu, mais j'imagine que c'est positif, que c'est en faveur de l'exil, qui est le royaume. Les deux à la fois. Oui, c'est une nouvelle. Oui. Question? Oui, Samuel. C'est une petite question qui a un rapport avec le cours que j'ai eu la chance de suivre l'année dernière sur l'intertextualité. Vous nous avez lu un extrait qui mentionnait les mémoires de Charles Lindbergh. Est-ce que vous pouvez nous dire la place de l'intertextualité dans votre œuvre? Alors, grandissante. Oui, oui. Je crois que la littérature, c'est l'intertextualité. Alors là, c'est une autre façon de répondre à l'exil aussi. Non, au contraire. Je truffe constamment maintenant mon texte d'allusions. Pour Tu peux parler dans le micro. Oh, pardon. tu vois, et que tu sois devant la caméra un peu, voilà. Je truffe constamment le texte que je suis en train d'écrire, par exemple, d'éléments dont je suis probablement seul à savoir d'où ils proviennent. Et j'aime énormément cette mixture, en particulier, précisément, lorsqu'elle cache un emprunt. Tout à l'heure, dans le début de l'œuvre des mers que je vous ai lu, il y a le mot les pentes arasées de la colline. Arasé, c'est un mot qui se trouve dans le livre, dans les Mémoires d'Outre-temps de Chateaubriand, et où il raconte son séjour à Saint-Pierre, car Chateaubriand a passé une dizaine de jours à Saint-Pierre en 1791. Et il en fait une description assez épouvantable, d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est un petit emprunt que j'ai sorti. Et ce qu'on prélève ainsi sur ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque, ce qu'on prélève est un hommage, certainement, est une lance de Télèphe qui traverse le temps, et un geste finalement de cette appartenance universelle à la littérature qui est le fait de tous les écrivains. Claudie, vous voulez poser Juste une dernière petite question, puisque on a parlé effectivement de la façon dont ton travail échappe aux catégories génériques. Est-ce que néanmoins tu accepterais l'espèce de voilà, l'espèce que ton œuvre soit chapeautée par le terme autofiction? Non. Non. Pour diverses raisons. D'abord parce que le mot me paraît morphologiquement mal construit.
la fiction n'est pas... Elle s'autophage peut-être, mais je ne pense pas qu'elle se nourrisse d'elle-même. Et je pense qu'il y a une catégorie qui n'est pas nécessaire, disons. J'aime mieux le mentir vrai d'Aragon. Mais il est vrai que quand on commence à écrire, on a quand même des petits doutes sur ce qu'on raconte. Hein, comme disait Queneau, qui fait un compte-rendu de Moustique de Faulkner, mais où c'est que les écrivains vont chercher ce qu'ils racontent? On commence comme ça. Donc oui, j'ai eu un certain sentiment de mensonge dans la fiction, parfois. Ça n'a pas duré, mais il y a une petite interférence qui peut être jugée troublante, ou peut-être étais-je un peu trop moralisateur, si vous voulez. Mais j'aime bien, le mentir vrai, évidemment, est également un terme dont la catégorie est elle-même proche, évidemment, des notions de bad and good, enfin, hein. Mais quand même, je trouve intéressant ce terme, mentir vrai. Il est finalement assez neutre, ce qui n'est pas le cas de l'autofiction. N'en déplaise à notre maître disparu. Et puis cette bataille qui a eu lieu autour est de mauvais présages, me semble-t-il. Bien, on peut vous remercier encore une fois tous les deux.